16 juillet 1676. Le crépuscule s'invite déjà sur les quais entre la Conciergerie et Notre-Dame. On ne voit presque plus les pavés tant la foule, amassée, est dense. Elle s'agglutine et je peux vous dire qu'il y a de tout. Paysans, bourgeois, nobles, ils sont tous là, mélangés dans un même but, entrevoir la marquise de Brinvilliers. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la marquise de Brinvilliers. Cette femme de haut rang dont je vous parle aujourd'hui est accusée de parricide et de fratricide. Elle doit dans quelques instants se recueillir devant Notre-Dame avant d'être exécutée place de Grève devant l'hôtel de ville. C'est autant son statut social élevé que ses crimes qui ont réuni le tout Paris en cette chaude soirée d'été. Ça y est, la voilà. Il est 6h du soir et dans une carriole garnie de paille, elle apparaît. À ses côtés, il y a des archers à cheval qui surveillent la scène et l'accompagnent. L'attelage s'immobilise, puis la marquise, un bout de bonne femme, frêle et maigre, descend, accompagnée du prêtre qui se trouve assis près d'elle. Dans la main, elle tient à bout de bras un crucifix duquel elle ne décolle pas son regard. Loin des robes faites de luxueux tissus et de jolies toilettes, elle n'a plus l'air de rien, plus l'air d'une grande dame en tout cas. Elle porte une simple camisole blanche, la tenue des pénitents. Autour de son cou, elle a une corde en chanvre. Sur la tête, elle porte une cornette, vous savez ces coiffes blanches pointues sur les côtés que portaient souvent les religieuses. Son couvre-chef laisse tout de même voir son visage décomposé. Lorsqu'elle met le pied par terre, la foule est en délire. Elle est huée de tous les côtés. Le bourreau de Paris, André Guillaume, la pousse de la main jusqu'au portail central de Notre-Dame, ouvert en grand. Là, la marquise déchue s'agenouille et prend dans ses mains attachées une torche de cire. D'un coup, le silence se fait dans l'assemblée. Elle répète alors un à un les mots soufflés par le greffier Drouet. « Je reconnais que méchamment et par vengeance, j'ai empoisonné mon père et mes frères, et attenté à l'empoisonnement de ma sœur, pour avoir leur bien, donc je demande pardon à Dieu et au roi et à la justice. » Le bourreau Guillaume la relève, lui reprend la torche et en avant qu'il la remet dans la charrette, qui repart aussitôt en direction de la place de Grève. La foule les suit, elle ne veut pas en louper une miette. Certains ont même loué à prix d'or l'accès à leurs fenêtres ou à leurs toits qui donnent sur la place pour pouvoir assister à l'exécution avec une vue parfaitement dégagée. Sur la place de Grève, il y a un échafaud et un bûcher qu'on allume avec des bouchons de paille. Le prêtre et le bourreau la somment une dernière fois d'avouer tout ce qu'elle sait, sous peine de quoi Dieu ne pourra pas lui pardonner. Elle explique qu'elle a tout avoué. Le bourreau lui retire sa cornette, attrape sa longue chevelure, puis la coupe nette, avant de lui raser la tête. Il lui bande les yeux et l'agenouille, puis lui souffle des mots pieux à répéter. « Jésus, Marie, ayez pitié de moi. J'abandonne mon corps qui n'est que poussière et le laisse aux hommes pour le brûler, le réduire en cendres et en disposer comme il le leur plaira, avec une ferme foi que vous le ferez ressusciter un jour et que vous le réunirez à mon âme. » La marquise a à peine le temps de terminer sa phrase que la lame de l'immense glaive siffle au-dessus d'elle et tranche net sa tête qui roule un peu plus loin. Le bourreau porte le corps jusqu'au bûcher, puis y jette la tête, dont les yeux sont encore bandés, et le brasier avale la marquise de Brinvilliers tout entière. Le procès de cette marquise qui a fini au feu a été un des plus importants avant que n'éclate la véritable affaire des poisons et que ne soient mises au jour ses très nombreuses ramifications. Il mérite qu'on y passe un peu de temps. Déjà, laissez-moi vous dresser le portrait global de cette femme avant de vous raconter ce qu'elle a fait et pourquoi. Elle est née à Paris le 22 juillet 1630 et s'appelle alors Marie-Madeleine d'Aubray. Elle est l'aînée des 5 enfants des Dreux d'Aubray. Son père est seigneur d'Aufémont et de Villiers-sur-Orge, et en plus conseiller d'État et vicomté de Paris. Entendez par là qu'il est le premier magistrat et le premier officier de police de la capitale. Il siège alors au Châtelet, la plus ancienne juridiction de Paris. Avec une dot de 200 000 livres, Marie-Madeleine épouse à 20 ans Antoine Gobelin, un homme issu d'une lignée de marchands teinturiers, anobli en 1546.
Cette famille a d'ailleurs donné son nom à la célèbre manufacture royale de tapisserie. Lui aussi jouit d'une belle fortune, avec 30 000 livres de rente, un hôtel particulier dans Paris, et en province des terres, notamment à Morinvilliers, Quesnoy, ainsi qu'en Picardie, à Brinvilliers-la-Motte, qui a été érigé en marquisat en 1660. Sa femme Marie-Madeleine est très jolie. Le teint pâle, très apprécié à l'époque, de longs cheveux châtains et des yeux bleu azur. Mais il ne faut pas se fier à son air d'ange. Sous son air aimable, la marquise est très sensible, souvent en colère, et agit de manière impulsive et violente. Ça a beau être une jeune femme courageuse et brave, elle joue facilement de sa sensualité à des fins parfois perverses ou un peu vicieuses. Dans sa confession au père Pirot qui l'accompagnera sur l'échafaud, elle confiera qu'elle a été déflorée à l'âge de 17 ans, avant son mariage donc, et qu'elle entretenait des relations incestueuses avec ses frères Antoine et François Dreux, qui seront ses victimes. Marie-Madeleine a 7 enfants, 3 seulement étaient légitimes, les autres de 2 ou 3 de ses amants. Et si ça se passe ainsi, c'est parce que son mari n'est pas très regardant sur sa fidélité, car lui n'hésite pas à aller voir ailleurs. On le rencontre d'ailleurs très souvent dans les tripots et dans les tavernes du coin. Un jour, son mari, Antoine, lui présente l'un de ses amis, un compagnon de guerre, Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, qui deviendra par la suite son amant. Sauf qu'au-delà de se voir dans l'intimité, Marie-Madeleine et son amant s'affichent publiquement et n'hésitent pas à jouer la carte de la provocation. Antoine n'est pas en reste car il s'affiche lui avec une certaine dame du fait, et les amours libérés des 2 mariés ne plaisent pas du tout à papa Dreux d'Aubray. Il sonne sa fille de mettre fin à cet amour et elle refuse. Le père fait donc arrêter l'amant de Marie-Madeleine et il est conduit à la Bastille. En prison, il rencontre un codétenu, passé maître dans l'art des poisons, puis un autre, et lui, en élève assidu, ne rate rien des leçons de ses camarades. Pendant que lui croupit en cellule, Marie-Madeleine sombre dans le déshonneur, la solitude et la boisson. Elle passe ses journées et soirées dans les tripots parisiens à perdre tout son argent au jeu. Et comme Antoine, son mari, vit la même existence de débauche de son côté, le couple doit rapidement vendre leurs biens immobiliers et certaines terres. Et en plus, voilà l'amant écroué qui la presse de continuer à l'alimenter financièrement. Acculée de tous les côtés, Marie-Madeleine ne voit bientôt plus d'autre solution, croulant sous les dettes, que le crime pour se débarrasser de ses créanciers. Pour récolter les fonds nécessaires, il n'y a qu'une solution, tuer son père pour récupérer la succession qui lui revient de droit. Au moins une partie, l'autre devant aller à ses frères. Celui qui lui fournit les poisons, c'est Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, l'amant de la Bastille. Elle fait d'abord des tests sur des animaux. C'est satisfaisant, mais pas concluant tout de même. Comment savoir si le corps humain réagira de la même manière ? Alors, comme elle ne veut rien laisser au hasard, elle s'enrôle comme infirmière bénévole à l'Hôtel-Dieu et visite les pauvres qu'elle n'hésite pas à soigner avec des tisanes apaisantes, des pâtés concoctés avec amour, un peu de vin ou des friandises dont elle a le secret. Chaque jour, elle utilise les pauvres gens pour ses tests sordides avec les différents poisons fournis par l'amant. Hiver 1665. La recette de Marie-Madeleine est au point. Son amant, Baptiste, lui fait envoyer un homme qui se fait embaucher parmi les domestiques de son père. Là, il empoisonne le seigneur durant 8 longs mois, probablement avec de l'arsenic distillé à petite dose pour que sa santé décline petit à petit sans éveiller les soupçons. En septembre 1666, papa Dreux d'Aubray est au plus mal. Et qui vient le réconforter ? Sa fille chérie et prévenante, Marie-Madeleine. Par la même occasion, profitant de sa proximité et d'être à son chevet, elle lui porte le coup de grâce en versant du poison dans son bouillon de viande. Pris de maux de ventre et de vomissements, il est précipitamment ramené de Picardie à Paris, mais ne sera pas sauvé. Il meurt le 10 septembre 1666, à 66 ans, et Marie-Madeleine a veillé à ce que son père l'accouche gentiment sur son testament avant de rendre l'âme. Personne ne se doute de rien. Les médecins attribuent sa mort à une crise de goutte et son fils aîné lui succède dans ses fonctions.
Ce premier succès avec sa recette empoisonnée donne des ailes à Marie-Madeleine. Ce qu'elle voudrait, elle, c'est se marier avec l'amant de la Bastille, Baptiste Gaudin. Et pour ça, il faut que son mari disparaisse lui aussi. Bientôt, Antoine ressent d'intolérables douleurs qui l'empêchent même de participer à une campagne militaire de 1668. Il est cloué au lit et son épouse, très affectueuse, lui apporte chaque jour un thé réconfortant et veille à ce qu'il le boive entièrement pour rester hydraté. On dit même que l'amant empoisonné ne désirait pas une femme aussi méchante que lui et lui donnait de temps en temps du contrepoison pour aider à sauver le pauvre mari. Avec les tisanes, il est un coup empoisonné, un coup soigné, et l'organisme ne sait plus ce qu'il doit faire. Alors, il se rétablit quand même et finit par soupçonner sa femme d'empoisonnement. À partir de là, il se fait servir par son propre laquais et jamais plus par Marie-Madeleine. La marquise essaie également d'empoisonner sa sœur, très dévote, et qui a tendance à juger sévèrement sa vie privée scandaleuse, mais aussi sa propre fille, parce qu'elle devient trop belle et l'éclipse aux yeux des autres. À chaque fois, elle a tout de même assez de scrupules pour s'arrêter avant que le mal n'empire. Sauf que pour ses deux frères, là, elle n'en a aucun de scrupule. Son besoin d'argent est de plus en plus pressant et l'héritage fond comme neige au soleil. Elle demande à son tour de l'argent à son amant de cœur, et Baptiste, méfiant, lui fait signer 2 reconnaissances de dette, 25 000 puis 30 000 livres, qu'il prélèvera sur la part d'héritage issue de la mort des frères. Marie-Madeleine fait alors entrer au service de ses 2 frères un homme, Jean Hamelin, un ancien soldat qui a été à la solde de Baptiste. Le faux laquais essaye d'empoisonner les 2 frères qui dînent ensemble en mars 1670. Mais il verse une trop forte dose dans le verre de l'un d'eux, qui boit et qui, sous le goût amer et la brûlure instantanée dans sa gorge, crie déjà à la tentative d'empoisonnement. Heureusement, Jean Hamelin intervient de suite en expliquant que c'est un malentendu et qu'un domestique avait pris un remède dans ce verre. Il l'aura sans doute mal lavé. Il change le verre et l'incident est clos. Quelques mois plus tard, alors qu'Antoine reçoit son frère François, ainsi qu'une flopée de convives, Jean Hamelin saupoudre le poisson et la tourte de poison. 7 convives se plaignent de maux de tête et de ventre, dont Antoine qui souffre de migraines atroces. Les médecins sont aidés du prévenant domestique qui l'achève un soir de juin 1670. Sur sa tombe, Marie-Madeleine pleure toutes les larmes de son corps. 5 mois plus tard, François meurt à son tour et lors de son autopsie, les médecins évoqueront bien le poison devant son foie gangréné et brûlé, mais ne s'intéresseront pas le moins du monde au potentiel coupable. Le 31 juillet 1672, l'amant Baptiste meurt d'une longue maladie, veillé par sa femme, une dénommée Madeleine, qu'il a épousée à sa sortie de prison. Il est brouillé depuis plusieurs années avec son ancienne maîtresse Marie-Madeleine Dreux-d'Aubray, dont il a en revanche conservé toutes les lettres, avec à l'intérieur des preuves très compromettantes, ainsi que les 2 reconnaissances de dette signées, tout ça soigneusement consigné dans une cassette planquée dans son laboratoire. Si quelqu'un tombait sur ces éléments, ce serait la fin de Marie-Madeleine. Dès qu'elle apprend le décès de Baptiste, elle fait appeler directement Jean Hamelin, qui a tué ses frères, et le charge de récupérer la cassette par tous les moyens. Mais malgré ses mensonges et ses explications alambiquées, les magistrats ne le laissent pas rentrer dans le laboratoire. Ils posent les scellés et ne les retirent que quelques jours plus tard, au moment de l'inventaire. Et là, ils trouvent la cassette compromettante. Elle est en fer rouge et la clé est dans la serrure. Il y a un mot de Baptiste lui-même qui demande à ceux qui la trouvent de la remettre à la marquise de Brinvilliers, car cela lui appartient. Mais dedans, il y a aussi des poudres, des fioles, des lettres, etc. Les policiers flairent fort la belle affaire et posent aussi des scellés sur la cassette. Ce n'est pas une perquisition, c'est un simple inventaire de défunts. Mais là, ils sentent qu'il y a quelque chose à creuser, malgré les supplications de Jean Hamelin qui montrent déjà la culpabilité de la marquise et la sienne. Il est arrêté peu de temps après en possession d'un sachet de vitriol, poursuivi notamment par la veuve d'Antoine, le frère aîné de Marie-Madeleine. Le 24 mars 1673, reconnu coupable, Jean Hamelin est condamné à être roué de coups à mort en place publique. Mais avant ça, il doit subir la question préalable. C'est une bien belle formule pour parler de torture, ayant pour but de balancer les complices. Ce processus comporte 2 questions.
Une dite ordinaire, l'autre extraordinaire. 2 étapes jusqu'à ce que le torturé craque. Hamelin doit subir les brodequins, une torture qui consiste à enserrer les jambes avec des planches de bois maintenues par un cerclage en métal et à l'aide d'un maillet à enfoncer des coins de bois entre la jambe et la planche. La pression entre les deux broie les chairs et les os. La question ordinaire compte 4 coins à enfoncer. L'extraordinaire en compte 8. Il faut les 4 coins de l'ordinaire et encore 4 autres de l'extraordinaire pour que Jean Hamelin craque et ne charge finalement lourdement Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, l'amant, et Marie-Madeleine qui s'est volatilisée dans la nature, réfugiée à Londres dans le plus grand secret. Le même jour, il est roué de coups sur la place de Grève. Pour retrouver Marie-Madeleine, qui encourt bien sûr la peine de mort, Colbert, l'ambassadeur de France de l'époque, demande à Charles II de pouvoir la rapatrier à Calais, mais encore une fois, Marie-Madeleine esquive et disparaît. Clandestinement, elle rentre en France quelques semaines plus tard et trouve asile dans un monastère près de Liège, le manoir de Melcose. Elle y reste 1 an et vit dans une simple cellule, partageant l'existence monotone des bonnes sœurs. Frappée peut-être d'une prise de conscience au cœur du monastère, elle rédige une confession exhaustive où elle raconte tous ses crimes. En mars 1676, un détachement militaire fut informé et chargé de la ramener en France. En cours de route, elle tente à plusieurs reprises de se suicider en cherchant à avaler des épingles à cheveux, des morceaux de verre ou en s'empalant par le derrière sur un bâton pointu. Dans ses affaires, on trouve ses confessions qu'on lui met sous le nez, mais elle explique avoir eu un moment de folie et qu'en fait, rien n'est vrai. Arrivée à Paris, elle est aussitôt jetée à la conciergerie et son procès a lieu sur 22 audiences entre fin avril et mi-juillet 1676. Froide, hautaine et un poil méprisante, elle nie tout en bloc. Il n'y a qu'au prêtre Pirot qu'elle confie absolument tout. Et devant la promesse de son salut, elle verse de sincères larmes avant de tout avouer. Pour l'empoisonnement de son père, de son mari, de ses 2 frères, et pour la tentative d'empoisonnement sur sa fille et sur sa sœur, Marie-Madeleine est condamnée à faire amende honorable sur le parvis de Notre-Dame et à avoir la tête tranchée, supplice réservé aux nobles. Les petites gens étaient simplement pendus ou brûlés. Mais avant de mourir, question préalable, torture, et elle, on la fait boire des seaux d'eau enfournés dans le gosier par une corne en guise d'entonnoir. En tout, elle boit 16 litres, courageusement, en ne balançant personne d'autre que les seuls qui l'aient aidée dans son entreprise, son amant Baptiste et Jean Hamelin, morts tous les 2. Une simple phrase va pourtant venir compromettre un homme très haut placé. « S'il dégoûte sur moi, il pleuvra sur Penautier. » Mais c'est qui ce Penautier ? Je vous laisse en suspens sur lui pour le moment, j'y reviendrai plus tard dans la saga. Et la fin de la marquise, eh bien, la fin, vous la connaissez. Si je vous ai raconté l'histoire de la marquise de Brinvilliers, c'est parce qu'elle marque aussi le début d'arrestations qui ont marqué l'histoire des empoisonneurs. Il y en aura d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Des paysans aux bourgeois, en passant par les plus grandes et nobles familles de France. L'affaire des poisons touche le pays tout entier comme un fruit trop mûr qui moisit de l'intérieur. J'ai déjà hâte de vous raconter la suite, mais pour ça, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de la saga de l'été de Crimes oubliés.